Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo-ci, ça va être la section S07A, donc la première partie là, de la section S07. Donc voilà, donc dans cette section-là, on commence le chapitre 4. Donc le chapitre 4, ça va être l'étude de la lumière, donc on appelle ça les codes de la lumière. Donc on va voir plusieurs caractéristiques en fait de la lumière. On va voir un peu quelles informations on peut aller tirer là, en étudiant la lumière. Puis ce qui est important de réaliser, c'est que la lumière, c'est quelque chose qui est très important là, en astronomie et en astrophysique, parce que la lumière, c'est en quelque sorte une des seules façons, c'est un des seuls moyens qu'on a en fait d'aller chercher de l'information sur les objets qui nous entourent. C'est sûr qu'il y a quelques objets qui sont relativement près de nous dans le système solaire, comme par exemple la Lune ou les planètes qui sont proches de nous comme Mars, Vénus, Jupiter. Donc des objets comme ça qu'on a quand même réussi à envoyer des sondes spatiales qui sont soit atterries à la surface des planètes puis qui prennent des petites photos, comme en ce moment sur Mars, on sait qu'il y a plusieurs sondes quand même là, qui ont atterri, des petits robots là, motorisés qui peuvent rouler, qui peuvent prendre des images, prendre des photos, creuser un petit peu dans la Terre, prendre des petits échantillons pour les analyser, tout ça. Mais à part quelques planètes qui se trouvent dans notre système solaire, évidemment, on ne peut pas envoyer des sondes spatiales là, qui vont aller, par exemple, se poser à la surface de d'autres planètes dans d'autres systèmes solaires. Donc, la seule façon qu'on a d'étudier un peu ce qui se trouve à l'extérieur de notre système solaire, comme les autres étoiles, les autres galaxies, ces choses-là, c'est vraiment là, en regardant la lumière qui nous provient de ces objets-là. Et en analysant cette lumière-là, on est capable de trouver certaines caractéristiques des objets qui nous entourent. Et heureusement qu'on est capable d'aller trouver vraiment beaucoup d'informations en servant de cette fameuse lumière-là. On est chanceux d'une certaine façon que la lumière transporte un si grand nombre d'informations. Ça nous permet d'être capable de savoir un peu qu'est-ce qui nous entoure, puis avoir une idée un peu de la composition de l'univers, la taille des étoiles, des choses comme ça. La lumière, c'est quelque chose qui est quand même relativement complexe. Hein? C'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Juste même la nature des photons, la nature même de la lumière, c'est quoi exactement? Déjà ça, c'est pas évident. Okay? On parle parfois de ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Donc on pense que de la lumière, ça se comporte parfois un peu comme des ondes, parfois un peu comme des particules. Et une analogie qu'on utilise pour parler de ça, c'est par exemple, je pourrais vous montrer le petit animal qui est ici. Je vous dis, regardez le petit dessin qu'il y a là, et je vous demande quel animal voyez-vous quand vous regardez ça. Ben, dépendamment de comment vous allez le regarder, dépendamment de selon quel angle vous allez le regarder, parfois vous pourriez voir là, un canard, parfois vous pourriez voir quelque chose qui ressemble plus à un lapin. Mais ce dessin-là, pour vrai, c'est quoi? Est-ce que c'est un canard? Est-ce que c'est un lapin? Ben, pas vraiment. C'est un petit peu les deux en même temps. Donc, la lumière, c'est un petit peu ça. On parle de la dualité onde-particule. C'est pas vraiment des ondes, c'est pas vraiment des particules, c'est un petit peu les deux à la fois. Ça dépend comment on la regarde ou ça dépend quel genre de phénomène on étudie là, par rapport avec la lumière. Donc ça peut se comporter de différentes manières. C'est ça que ça veut dire. Okay. Sans entrer trop dans les détails, là, quand vous lirez votre section, vous allez voir qu'il y a certaines expériences qui ont l'air de démontrer que la lumière peut agir comme une onde. Et on la caractérise d'ailleurs en parlant de sa longueur d'onde, on peut parler de sa fréquence aussi. Mais il y a d'autres genres d'expériences comme l'effet photoélectrique là, qui tendent à montrer que la lumière se comporte plutôt comme des espèces de paquets d'énergie, donc un peu comme des espèces de particules. Et le comportement exact de la lumière, c'est une espèce de mélange des deux. Donc, comme on disait, parfois ça agit un petit peu plus comme une onde, parfois un peu plus comme une particule. Donc, c'est vraiment les deux à la fois. Okay. Mais une autre chose qui est vraiment particulière de la lumière, si on regarde par exemple au niveau des ondes, on sait qu'il existe plusieurs sortes d'ondes dans la nature. Par exemple, il y a des ondes sonores, il y a des ondes sismiques là, qui forment les tremblements de terre. Mais la plupart des ondes, ben, en fait, toutes les ondes sauf la lumière, qui est un peu spéciale, là, toutes les ondes en général, elles ont besoin d'un milieu de propagation. Elles ont besoin d'un milieu pour se propager. Comme le son, par exemple. Ça a besoin d'un milieu dans lequel se propager. Le son, il peut se propager dans l'air, il peut se propager dans l'eau, il peut se propager dans le sol, mais ça lui prend un milieu, soit un solide, un liquide ou un gaz, mais ça lui prend un milieu dans lequel se propager. Alors que la lumière, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est une onde qu'on appelle une onde quantique, et la lumière peut se propager même dans le vide. Elle n'a pas besoin d'un milieu dans lequel se propager. Elle peut se propager dans un milieu, mais elle n'est pas obligée. Par exemple, on sait que la lumière peut se propager dans l'air, donc elle peut se propager dans un milieu gazeux. Elle peut se propager dans l'eau. Si vous avez un milieu liquide qui est transparent, ça va fonctionner. La lumière peut traverser le verre, par exemple. Donc, dès que vous avez un milieu qui est transparent, la lumière peut voyager dedans, mais ce n'est pas obligatoire. La lumière peut voyager dans le vide.
Donc, le petit exemple que j'avais pensé ici, c'est imaginer que vous êtes dans une navette spatiale qui est en orbite, disons, là, autour de la planète Terre, ou une station spatiale ou quelque chose comme ça. Si vous êtes un astronaute et vous sortez à l'extérieur de votre navette ou de votre station, puis que pendant que vous êtes à l'extérieur de votre navette a un problème, puis elle explose. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que si vous regardez votre navette, ben, vous allez la voir exploser. Parce que quand votre navette va exploser, ça va produire là, de la lumière comme ça, donc vous allez la voir exploser. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que vous n'allez rien entendre du tout. Parce que là, vous êtes rendu en orbite autour de la planète Terre, donc là, vous êtes vraiment dans l'espace. Donc, il y a du vide. Là. Entre vous et votre navette, c'est du vide. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de solide, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. C'est vraiment du vide. Mais la lumière, elle se propage dans le vide. Donc la lumière va être capable là, de voyager dans le vide puis d'aller jusque dans vos yeux. Donc vous allez voir votre navette exploser. Mais par contre, le son, vous ne pourrez pas l'entendre parce qu'il n'y a pas de son qui peut voyager de votre navette pour aller jusque dans vos oreilles. Ça, c'est impossible parce que le son, pour se propager, ça lui prend un milieu. Ça prendrait de l'air, par exemple. Puis là, il n'y a pas d'air. Vous êtes rendu dans l'espace. Okay. Donc ça fait juste mettre en évidence là, une caractéristique de la lumière qui est un peu spéciale par rapport aux autres ondes, c'est qu'elle arrive à se déplacer complètement dans le vide. Puis une chance que c'est le cas, parce que sinon on verrait rien. Là. Si la lumière n'était pas capable de se propager dans le vide, ben, la lumière ne pourrait pas nous provenir par exemple du soleil, nous provenir des étoiles, donc on verrait juste rien dans l'univers. L'univers serait complètement opaque, là, on verrait rien. Donc heureusement que la lumière est capable de voyager dans le vide, c'est ce qui permet à la lumière de parvenir jusqu'à nous, jusque dans nos yeux ou jusque dans nos télescopes. C'est ce qui nous permet d'observer ce qui se trouve là, au loin dans notre galaxie, puis même dans l'univers, un peu plus loin encore. La lumière, on peut, on peut la caractériser par sa longueur d'onde, parce qu'on sait que parfois la lumière va agir comme une onde. Okay? Et ce qu'on appelle les longueurs d'onde, c'est des longueurs d'onde, c'est des distances okay, qui sont ben, ça pourrait être des mètres, là, mais c'est très petit. Donc généralement, on va les noter en nanomètres. Et 1 nanomètre, c'est 1 fois 10 à la moins 9 mètres. Donc c'est des longueurs d'onde qui sont très petites. Okay? Et toute la lumière qui correspond à ce qu'on appelle le spectre visible, ou la lumière visible, c'est toutes les longueurs d'onde qui vont se trouver entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Donc 400 nanomètres, ça correspond là, à la couleur bleu, violet, et 400 nanomètres, ça correspond plus à la couleur rouge. Donc tout ce qui est entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, c'est ça ici. C'est ce qu'on peut voir avec nos yeux. Puis vous le voyez, ça correspond en fait là, un peu aux couleurs de l'arc-en-ciel, dans le bleu, ben, même le violet, le bleu foncé, là, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Donc toutes les teintes là, qui se trouvent entre le bleu et le rouge, qui est la même chose qui compose les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont toutes les couleurs qu'on est capable d'observer avec nos yeux. Donc tout ce qui se trouve entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. La lumière comme telle, c'est, ben, comme je disais, la nature exacte de la lumière, c'est un petit peu compliqué, mais on sait un peu c'est quoi. C'est une onde électromagnétique. Hein. Vous avez sûrement vu ça dans votre cours de physique NYV. Donc c'est un champ magnétique et un champ électrique qui vont osciller dans l'espace à 90 degrés l'un de l'autre, donc dans deux plans perpendiculaires l'un à l'autre. Et tout ça, ça se propage là, à une certaine vitesse, à une certaine longueur d'onde, à une certaine fréquence. Okay? Et c'est vraiment là, une combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique. D'ailleurs, on appelle ça un champ électromagnétique. Donc c'est un champ électrique et un champ magnétique en même temps. Quand on parle de la lumière, c'est sûr que la première chose à laquelle on pense, c'est aux couleurs justement là, de l'arc-en-ciel. C'est à ce qu'on est capable de voir avec nos yeux. On associe parfois la lumière à la couleur. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que la lumière, pour vrai, c'est quelque chose de beaucoup plus général que ça. C'est quelque chose là, qui va inclure encore d'autres longueurs d'onde. Fait que c'est pas nécessairement uniquement ce qu'on voit avec nos yeux. La lumière, là, c'est pas uniquement ce qui se trouve là, entre 400 nanomètres puis entre 700 nanomètres. C'est la lumière, pour vrai, là, il y en a beaucoup d'autres sortes que ça. Il y a de la lumière, par exemple, qui a des longueurs d'onde beaucoup plus petites que 400 nanomètres, et il y a d'autres lumières qui ont des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que 700 nanomètres. Okay? Donc, il y en a plusieurs... il y a plusieurs sortes qui existent. Okay? Donc tout ce que vous voyez ici, là, tout ce qui est écrit là, des rayons ultraviolets, des rayons X, des rayons gamma, des rayons infrarouges, des ondes submillimétriques, des ondes micro-ondes, des micro-ondes, des ondes radio, tout ça c'est de la lumière. C'est juste que c'est de la lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais c'est de la lumière qui peut être détectée par des détecteurs, disons, juste que nous avec nos yeux on ne la voit pas. La seule lumière que nous on voit avec nos yeux, l'œil humain, la biologie de l'œil humain est faite d'une certaine façon que nous, on est seulement sensible là, aux ondes qui se trouvent entre
400 nanomètres et 700 nanomètres. C'est comme si on était des espèces de petits détecteurs là, biologiques, mais on est des détecteurs quand même, qui sont juste sensibles à ces ondes-là. Okay. Donc là, j'ai dit que toutes ces longueurs, toutes ces sortes de lumière-là avaient des longueurs d'onde différentes. Okay. Certaines sont visibles à l'œil nu, d'autres ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais il y a une chose que toutes les ondes électromagnétiques ont en commun. Toutes les ondes qui sont ici, là, autant les couleurs visibles que les autres qui sont écrites là, il y a une chose qui est commune à toutes les ondes électromagnétiques. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est leur vitesse. Okay. En fait, toutes les ondes électromagnétiques voyagent toutes exactement à la vitesse de la lumière, qui est là, le fameux 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc c'est normal parce que, comme je dis, tout ça c'est de la lumière. Donc des ultraviolets, c'est de la lumière. Des rayons X, c'est de la lumière. Je sais pas, des micro-ondes, c'est de la lumière. Des infrarouges, c'est de la lumière. C'est de la lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais c'est de la lumière quand même. Puis la lumière, ça va à la vitesse de la lumière, là, qui est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Okay. C'est ça, fait qu'on peut, quand on parle des ondes, on peut parler de période, on peut parler de fréquence. J'en parlerai pas tant que ça ici parce que de toute façon, vous allez le voir en physique NYC. Mais il y a des formules là, qui nous permettent de relier ça ensemble. Puis je voulais juste vous montrer cette animation que j'ai faite. C'est sur mon site web, c'est disponible. C'est un programme qui s'appelle Ben Onde EM, là, comme onde électromagnétique. Dans mon programme, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer en fait deux ondes. Je les ai tracées là, une au-dessus de l'autre. Vous avez le petit schéma ici qui nous rappelle que les ondes là, visibles, qu'on peut voir avec nos yeux, c'est tout ce qui se trouve entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Et avec la petite scroll bar que là, on peut changer les différentes longueurs d'onde qu'on veut observer, qu'on veut comparer. Okay. Puis évidemment, si on change la longueur d'onde, ben, ça va changer la couleur que l'onde va avoir. Dans le fond, dès qu'on se promène là, entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, ça va correspondre à une des couleurs visibles que vous avez là. J'ai laissé la possibilité d'aller prendre des ondes qui sont plus petites. Fait que vous voyez ici, j'ai une longueur d'onde de 376 nanomètres, donc j'ai une longueur d'onde qui est plus petite que 400. J'ai tracé quand même cette onde-là, mais en gris. Parce que c'est juste pour vous rappeler que même si nous, avec nos yeux, on ne la voit pas, le gris foncé, ça ne correspond à aucune couleur de l'arc-en-ciel, mais l'onde existe quand même. Elle est là, elle a une énergie, elle peut être détectée avec des détecteurs ou avec des télescopes ou des choses comme ça. C'est juste que nous, avec nos yeux, les humains, on ne la voit pas. C'est juste ça. Okay. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si on compare, par exemple, mettons les deux ondes là, qui sont aux deux extrêmes là, du spectre qu'on peut voir avec nos yeux. Mettons qu'on parle 400 nanomètres et 700 nanomètres. Fait que c'est sûr que les deux ondes n'ont pas la même longueur d'onde. Hein. Quand on trace des ondes sinusoïdales comme ça, la longueur d'onde, c'est un peu... C'est l'équivalent à la distance qu'il y aurait par exemple entre deux maximum ou entre deux minimum. Donc on voit que 400 nanomètres, c'est une longueur d'onde qui est plus petite que 700 nanomètres. On le voit donc sur le dessin. Mais ce qui arrive, c'est que les petites longueurs d'onde vont avoir des fréquences plus grandes. Okay, donc vous voyez ici, là, une petite longueur d'onde a une grande fréquence et une grande longueur d'onde a une plus petite fréquence. La fréquence, si vous voulez, ça peut être, c'est un peu l'équivalent du rythme ou de la vitesse là, auquel, le rythme auquel la petite ligne ici, elle monte puis elle descend. Donc vous voyez que ici, c'est 750 THz, donc ça monte puis ça descend plus vite que ici. Okay. Donc chaque longueur d'onde a une fréquence qui va changer, mais ce qui va rester tout le temps constant, c'est la vitesse, qui est 3 fois 10 à 8 mètres par seconde. Fait que vous voyez là, la lumière à 400 nanomètres, puis la lumière à 700 nanomètres, ça a des longueurs d'onde différentes, ça a des fréquences différentes, mais si on regarde, on voit que ces deux ondes-là se déplacent vers la droite avec exactement la même vitesse. Il n'y en a pas une qui va plus vite que l'autre. Les deux vont exactement à la même vitesse. Donc c'est un petit peu ça que je voulais illustrer avec ce programme-là. C'est que les ondes lumineuses ont des caractéristiques différentes, comme la longueur d'onde et la fréquence. Mais toutes les ondes lumineuses, peu importe c'est quoi leur longueur d'onde, ils vont toujours aller exactement à la vitesse de la lumière, là, qui est le fameux 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Il y a des équations aussi qui nous permettent de calculer l'énergie reliée associée à un photon. Un photon, ça a une certaine fréquence, puis si on connaît sa fréquence, on peut calculer son énergie. Donc, ce sont des petites formules que vous avez probablement déjà vues là, ou que vous verrez en physique NYC. Vous les avez sur votre feuille de formule aussi, donc on peut les appliquer pour faire différents calculs. Un exemple de ça, c'est par exemple, si je vous donne un photon
Puis je vous dis que je vous donne son énergie. Je vous dis, vous avez un photon qui a cette énergie-là. Comment on fait pour trouver c'est quoi la couleur de ce photon-là ou quelle couleur est associée à ce photon-là? C'est juste qu'il faut utiliser successivement là, ces petites équations-là. Fait que si on connaît son énergie, on pourrait d'abord calculer sa fréquence. Si on connaît sa fréquence, on pourrait calculer sa période. Et si on connaît sa période puis la vitesse de la lumière, qui est une constante, on pourrait trouver sa longueur d'onde. Dans ce cas-ci, ça donne un photon de 600 nanomètres. 600 nanomètres, c'est quelque chose qui est entre 400 et 700. Donc on sait que ça va correspondre à une longueur d'onde visible, à une couleur de l'arc-en-ciel. Okay? Et comment on fait pour savoir de quelle couleur il s'agit? Ben, on peut aller voir là, sur le petit tableau qui est à la page là, 144 dans votre livre pour voir de quelle couleur il s'agit. Puis dans ce cas-ci, le 600 nanomètres, ça correspond à la couleur jaune. Okay. Donc, c'est toute l'étude des longueurs d'onde, c'est un domaine de l'astronomie qui est très 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 utile parce que ça va nous permettre, vous allez voir, d'aller chercher plusieurs informations, entre autres la température des objets. Donc juste en regardant un objet, une étoile, mettons, qui est située très très loin dans la galaxie, juste en l'observant comme il faut, puis en regardant c'est quoi le genre de longueur d'onde qu'elle va émettre, on va être capable d'aller déduire c'est quoi sa température. Donc toute la branche de la physique qui étudie la lumière, ça s'appelle la spectroscopie. On parle des fois des spectres lumineux, la spectroscopie. Donc il y a des appareils qui s'appellent des spectrographes là, qui vont étudier ça un peu, ben, qui vont étudier ça en détail. Ça va décomposer la lumière en ce qu'on appelle son spectre lumineux et on va voir quel genre de longueur d'onde est émise. Il y en a qui sont émises plus que d'autres, il y en a d'autres longueurs d'onde qui sont moins émises, d'autres sont plus émises. Donc en observant tout ça puis en étudiant tout ça, on est capable de dresser un portrait un peu plus complet. Puis on est capable d'aller chercher plusieurs informations là, très 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 utiles sur les étoiles qui nous entourent, par exemple. Puis une des informations qu'on est capable d'aller chercher, et que vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant, là, puis qu'on est capable d'aller obtenir cette information-là, c'est la température. Donc, juste en observant la lumière qui provient d'une étoile lointaine, quand on analyse comme il faut cette lumière-là, on est capable d'aller déduire et même calculer c'est quoi la température qu'a cette étoile-là. Ça a l'air quasiment impossible. On se dit, c'est de la magie, comment ça qu'on est capable de faire ça? Pourquoi c'est quoi le lien qu'il y a entre les deux? Ben, c'est parce que justement, il y a un lien. Okay? La lumière et la température d'une étoile, c'est relié ensemble, d'une certaine façon. Et le lien, c'est quelque chose qui dépend un peu de la chimie. Donc, vous avez probablement vu dans vos cours de chimie que, bien évidemment, toute la matière est composée d'atomes. Dans les atomes, il y a des protons, il y a des neutrons, il y a des électrons. Et vous avez probablement aussi déjà parlé d'énergie cinétique, d'énergie de vibration. Vous avez sûrement vu les différents modes de vibration qu'il y a dans les atomes. Puis ce qui arrive, c'est que quand vous avez... C'est relié à l'énergie thermique et donc à la chaleur. Fait qu'un objet qui est plus chaud, qui a plus d'énergie thermique, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les atomes et les molécules qui composent l'objet vont vibrer avec une fréquence qui est plus grande. Et quand il fait plus froid, quand l'objet est moins chaud, quand il y a moins d'énergie thermique, ben, ça va vibrer encore, mais ça va vibrer avec une fréquence qui est plus petite. Okay. Maintenant, la matière est composée de quoi? Ben, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, est composée de particules chargées. Donc, il y a des protons, il y a des neutrons, puis il y a des électrons. Qu'est-ce qui peut créer de la lumière? Ben, de la lumière, on l'a dit tout à l'heure, c'est des champs électriques et des champs magnétiques qui vont varier, qui vont osciller. Okay. Qu'est-ce que ça prend pour créer un champ électrique et un champ magnétique oscillant? Ben, ça prend des particules chargées qui vont osciller. Des particules chargées, ça produit là, du champ électrique. Donc, si vous avez une particule chargée qui oscille, là, disons qui monte puis qui descend ou qui fait des vibrations, ben, vous allez avoir justement un champ électrique qui va se mettre à osciller selon une certaine fréquence. Et par l'induction électromagnétique, là, le champ électrique va induire un champ magnétique. Puis bon, vous allez commencer à avoir là, du champ électrique puis du champ magnétique qui va osciller. Et du champ électrique puis du champ magnétique qui oscille, ben, c'est ça de la lumière. Donc ça va faire des ondes électromagnétiques, ça va faire de la lumière qui pourrait être là, une des couleurs de l'arc-en-ciel. Okay. Fait que c'est vraiment ça le lien qu'il y a entre la température et la lumière. C'est que la température d'un objet va déterminer l'énergie thermique que l'objet possède et ça va déterminer à quel point, ça va déterminer les fréquences de vibration que l'objet va avoir. Et ces fréquences de vibration-là, quand les petites molécules là, qui composent l'objet se mettent à vibrer, ça produit de la lumière. Puis nous, avec des télescopes, si on observe la lumière, on va être capable de dire « Ah, ben cet objet-là, mettons, il émet plus de telle vibration, donc il est plus chaud que tel autre objet qui en émet moins, donc il est plus froid. » Donc c'est comme ça qu'on va réussir à être capable de deviner, ou plutôt de calculer là, de manière plus exacte, la température d'un objet, juste en se basant sur l'étude des longueurs d'onde qu'il va émettre. Donc en se basant sur l'étude de la lumière qu'il va émettre. Okay. Donc un peu dans cette
idée-là, okay, on a développé des formules qui s'appellent, qui sont des formules qui vont nous permettre justement de faire le lien, vous le voyez ici, là, entre les longueurs d'onde émises, puis la température de l'objet, et d'autres choses qu'on verra aussi, là, qui s'appellent la luminosité surfacique, puis ça va nous permettre d'aller trouver c'est quoi la surface de l'objet, des trucs comme ça. Donc, tout ça ici, c'est des formules qu'on va voir aujourd'hui dans la première section, là, dans la section S07A. Et ces formules-là, ce sont des formules qu'on appelle, ce sont des formules qui s'appliquent à un certain type d'objet bien précis, bien particulier. Ça s'applique à des objets qui s'appellent des corps noirs. Okay, on appelle ça les équations des corps noirs. Ce qui est un peu mélangeant, c'est le mot corps noir. Okay, donc quand on parle d'un corps noir, des fois il y a des gens qui pensent qu'un corps noir, ça signifie un objet qui est de couleur noire. Okay. Mais après ça, on dit, OK, là, on utilise ces équations-là, qui sont les équations du corps noir, pour étudier les étoiles dans notre galaxie ou même dans d'autres galaxies. Puis là, des fois, les gens ne comprennent pas très bien, puis ils se disent, mais là, pourquoi on utilise les équations d'un corps noir pour étudier une étoile? Pourtant, une étoile, c'est pas noir. Là. Au contraire, une étoile, c'est très, très, très lumineux. Donc, je comprends pas pourquoi il faut prendre les équations du corps noir pour étudier une étoile. Okay. En fait, c'est ça. Comme je vous disais, c'est le mot corps noir qui est un petit peu mélangeant. Okay. Donc je vais d'abord juste vous faire quelques petites, comme une petite mise au point, là, quelques petites acétates pour vous expliquer c'est quoi un corps noir, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire vraiment un corps noir. Et une fois que ça sera fait, vous allez comprendre bon c'est quoi, puis vous allez comprendre que bon évidemment là, une étoile c'est effectivement là, un corps noir, puis on a le droit d'appliquer ces équations-là qu'on va voir tout à l'heure pour les étoiles. Okay. Fait que ça, avant, pour vous expliquer un petit peu c'est quoi un corps noir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginons que vous avez un objet, mettons une étoile. Okay. L'objet va émettre de la lumière. Okay. Et quand vous avez un objet, pas obligé d'être une étoile, quand vous avez un objet que vous allez observer, okay, vous allez prendre par exemple un détecteur, puis vous allez pointer ce détecteur-là vers un objet, puis vous allez récolter la lumière qui provient de l'objet, vous allez l'analyser, puis bon, vous allez trouver par exemple c'est quoi la température de l'objet, des petites caractéristiques comme ça. Ce qui va arriver, c'est que dès que vous avez un détecteur et que vous le pointez vers un objet, la lumière qui va provenir de l'objet puis qui va entrer dans votre détecteur, ça va toujours être de la lumière qui a deux sources possibles, deux provenances possibles. Okay? Il y a une première partie qu'on appelle de l'émission. Donc, n'importe quel objet nécessairement est composé là, de molécules, de protons, de neutrons et d'électrons, donc est composé de petites particules électriques qui vont osciller, qui vont vibrer à une certaine fréquence, comme on l'a dit tout à l'heure, plus qu'il fait chaud, plus que ça va assez vite, quand il fait froid, ça va assez moins vite, mais ça va toujours osciller à une certaine fréquence. Donc ça, c'est... Fait que vous allez toujours percevoir une certaine quantité de lumière là, qui correspond à de l'émission, donc de l'émission thermique. C'est vraiment l'objet qui a émis lui-même de la lumière parce que ces petites molécules, ces petits atomes vont vibrer. Okay. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc l'émission, c'est vraiment de la lumière qui est émise par l'objet en raison de sa température. C'est l'agitation thermique des particules chargées qui la produisent. Mais il y a toujours une autre partie de la lumière que vous allez pouvoir observer qui correspond à de la réflexion. Donc de la réflexion, c'est pas de la lumière que l'objet a émis lui-même, c'est de la lumière qui a été émise par un autre objet, par une source lumineuse. Ça peut être par une étoile, ça peut être par une lampe, ça peut être par des ampoules, ça peut être par n'importe quelle source de lumière, là. Mais c'est de la lumière qui est arrivée, qui a frappé la surface de l'objet, et l'objet va avoir réfléchi une certaine partie de cette lumière-là. Okay. Donc c'est ça. C'est pas de la lumière que l'objet a émise lui-même, c'est de la lumière qui vient d'ailleurs, puis qui s'est réfléchie à sa surface. Donc c'est ça. Quand vous allez regarder un objet, vous allez toujours voir la superposition des deux affaires en même temps, les deux phénomènes en même temps, un peu de réflexion puis un peu d'émission. Okay. Ce qui va arriver, c'est que la réflexion, c'est pas quelque chose qui est intéressant quand on veut faire le lien entre la lumière émise par un objet et sa température, par exemple. Parce que la réflexion, c'est un peu une information qu'on n'a pas de besoin, puis ça vient un peu brouiller les cartes. Ça vient un peu obscurcir ce qu'on essaie de voir. C'est que nous, là, on est en train d'essayer de faire un lien direct entre la lumière qui est émise par l'objet et sa température. Fait qu'on aimerait ça, là, avoir juste l'émission. Mais malheureusement, on a aussi comme de la lumière réfléchie par d'autres sources, puis ça nous intéresse pas. Ça vient comme un peu mélanger les cartes, là, puis ça vient un peu complexer notre analyse. Okay? Donc, dans le cas idéal, si on veut faire cette analyse-là, pour être capable
d'analyser directement, là, de faire correspondre directement la température d'un objet avec la lumière qu'il va émettre. Le cas idéal, ce serait le cas comme ça. Ce serait que si vous avez un détecteur et vous le pointez vers votre objet, si vous seriez capable d'avoir uniquement là, la lumière qui est émise par l'objet, là ce serait le fun, parce que là vous pourriez faire la correspondance directe là, entre la quantité de lumière que vous recevez et la température de l'objet. Fait comment on peut tomber dans cette situation idéale-là? Comment faire en sorte que quand on regarde un objet, on a juste l'émission puis pas de la réflexion? Ben, il y a deux choix. C'est soit que vous avez un objet qui a absorbé complètement la lumière ambiante, donc il n'a pas réfléchi la lumière du tout, il a tout absorbé. Okay. Si c'est le cas, ben, si l'objet a juste absorbé toute la lumière et qu'il n'a rien réfléchi, ben, quand vous allez pointer votre détecteur sur l'objet, vous allez juste voir de l'émission. Ça, ce serait le cas comme parfait. Okay. Et ça, on appelle ça un quart noir, ce cas-là. Pourquoi? Parce que justement, les objets qui sont de couleur noire, ils ont la propriété d'absorber toute la lumière ambiante. Un objet qui est de couleur noire, ça ne réfléchit pas la lumière. C'est pour ça que quand vous le regardez, vous le voyez juste noir, parce qu'il n'y a pas de lumière qui est réfléchie. Donc on pourrait dire qu'un quart noir parfait, là, ça absorberait toute la lumière ambiante. Donc la seule lumière qui serait émise, ben, qui quitterait la surface d'un quart noir, ce serait juste la lumière qui serait émise. Okay. Fait que c'est ça. Fait qu'un objet de couleur noire, oui, c'est vrai que ce serait ça. Okay. Mais dans la vraie vie, un corps noir parfait, ça n'existe pas. T'sais, ça n'existe pas un objet qui absorbe à 100% la lumière ambiante. Là. Un objet va toujours réfléchir, veut pas, une certaine quantité de lumière. Par contre, si vous êtes dans une situation où si vous êtes dans une situation où la lumière émise par l'objet est beaucoup plus grande que la lumière qui est réfléchie par la surface de l'objet, vous ne serez pas dans la situation où vous avez un corps noir parfait, mais vous allez être dans une situation quand même idéale, puis vous allez pouvoir considérer que les équations du corps noir vont s'appliquer à ce cas-là. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un bon corps noir? C'est une situation, un objet, pour lequel la quantité de lumière émise par l'objet va être beaucoup plus grande que la quantité de lumière qui est réfléchie par l'objet. Fait que comment ça peut se produire, ça, que l'émission est beaucoup plus grande que la réflexion? Bien, il y a plusieurs façons que ça se produise. Ça peut se produire si vous avez un objet qui va vraiment absorber toute la lumière ambiante. Okay? Mais ça peut se produire aussi si vous avez un objet qui va tout simplement émettre là, une quantité de lumière vraiment énorme, vraiment beaucoup plus grande que la quantité de lumière qui va réfléchir. Okay? Et ça, en général, c'est le cas des objets qui vont être très chauds. Comme par exemple une étoile. Donc une étoile, on sait que c'est très chaud, c'est plusieurs milliers de degrés Kelvin. Là. Donc une étoile, ça émet beaucoup plus de lumière que ça en réfléchit. Par exemple, quand vous regardez le soleil avec un télescope, qu'est-ce qui va rentrer dans votre télescope? On s'entend, c'est 99,9% de la lumière que le soleil a émise. Okay? Il y a peut-être un petit peu là, une quantité infime de lumière qui vient d'ailleurs, qui a été émise par d'autres étoiles dans l'univers, qui est arrivée et qui s'est comme réfléchi à la surface du soleil, mais c'est vraiment négligeable. Okay? Donc c'est pour ça qu'on peut considérer que le soleil c'est un très bon quart noir. Même si c'est pas noir du tout, là, le soleil c'est très lumineux. On le considère comme un bon quart noir parce qu'il émet beaucoup plus de lumière qu'il n'en réfléchit. Okay? C'est vrai en général pour tous les objets qui vont émettre une certaine quantité de lumière, là, qui vont émettre leur propre lumière. Par exemple, un élément chauffant là, sur une cuisinière, là, sur un four, ben, quand vous le regardez, vous allez voir de la lumière. Okay? La grande majorité de la lumière que vous allez voir, c'est vraiment de la lumière que l'objet a émise lui-même parce qu'il est chaud et quand il émet beaucoup de lumière. C'est un petit peu de la lumière qui va être réfléchie, mais pas beaucoup. C'est majoritairement de l'émission. Quand l'émission est beaucoup plus grande que la réflexion, on considère ça comme un bon quart noir. Et évidemment, le cas contraire, là, un objet qui serait considéré comme un mauvais quart noir, c'est un objet que quand vous le regardez, la grande majorité de la lumière qui rentre dans votre détecteur, c'est de la lumière qui a été réfléchie par l'objet et non de la lumière qui a été émise. Okay? Donc, sûr qu'un objet qui est de couleur blanche, ben, lui, il va réfléchir beaucoup de lumière, donc on ne pourrait pas vraiment le considérer comme un bon quart noir. La plupart des objets comme communs dans la vie de tous les jours, là, dans le fond, votre bureau, votre sac d'école, vos crayons, vos feuilles de papier, tout ça, c'est des objets qui sont des mauvais quarts noirs. Okay? C'est des objets qui émettent pas beaucoup de lumière en eux-mêmes. C'est des objets qui vont avoir plus tendance à réfléchir de la lumière qu'à en émettre. Donc ça, ce serait des mauvais quarts noirs. Fait que c'est ça, juste pour voir si vous avez bien compris la définition d'un quart noir, je fais juste regarder mettons, vous êtes dans votre maison, là, pensez aux objets qui se trouvent dans votre maison. C'est quoi un exemple d'un objet qui serait un bon quart noir? Donc un objet que
vous avez confiance que quand vous regardez cet objet-là, la grande majorité de la lumière que vous voyez, c'est vraiment de la lumière que l'objet a émise et non de la lumière que l'objet a réfléchie. Un bon exemple de ça, ce serait tout simplement une source de lumière comme une ampoule électrique, par exemple. Quand vous regardez une ampoule électrique, là, on est pas mal certain que ce qu'on voit là, quand on regarde une ampoule électrique, c'est majoritairement de la lumière que l'ampoule a émise. C'est pas vraiment, il y a peut-être une infime partie de la lumière qui vient d'ailleurs, qui a été réfléchie, mais à 99%, c'est de la lumière qui a été émise par l'objet. Donc une ampoule électrique, ça pourrait être considéré comme un bon quart noir. Et un exemple d'un mauvais quart noir, mais ça c'est l'inverse. C'est un objet que quand on le regarde, la majorité de la lumière qui arrive dans nos yeux, c'est de la lumière qui a été réfléchie d'ailleurs, puis qui arrive dans nos yeux, et non de la lumière que l'objet a émise lui-même. Donc ça pourrait être par exemple un miroir, tout simplement. Quand vous regardez dans un miroir, la grande majorité de la lumière que vous voyez, c'est de la lumière qui vient d'ailleurs, puis qui s'est réfléchie, tout simplement. En tout cas, tout ça pour dire que les étoiles, ça peut être considéré comme des bons camps noirs parce que ça émet beaucoup plus de lumière que ça n'en réfléchit. Et c'est pour cette raison-ci que toutes les formules qu'on a vues tout à l'heure, il y a 4-5 formules qu'on appelle les formules des quarts noirs, on peut les appliquer à n'importe quel quart noir, mais c'est sûr que nous, on est dans un cours d'astronomie et astrophysique, fait que nous, les quarts noirs qu'on va utiliser dans notre cours, c'est évidemment les étoiles. Donc c'est des formules qu'on va appliquer à des étoiles. Okay. La première formule qu'on va voir maintenant, c'est une formule qui s'appelle la loi de Wien. Donc, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est une formule qui fait le lien, comme vous le voyez, là, entre ce qu'on appelle le pic d'émissivité d'un quart noir et sa température. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'un objet, comme une étoile, par exemple, ou un quart noir, ça va émettre de la lumière. Ça va émettre différentes longueurs d'onde. Ça va pas, mettons, le Soleil, là, il émet pas juste une seule longueur d'onde, il émet plusieurs longueurs d'onde. Okay? On sait qu'il émet au moins là, toutes les longueurs d'onde qui sont entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, parce qu'on sait que le Soleil émet toutes les longueurs d'onde visibles. Mais il émet pas juste ça, il émet d'autres choses aussi. Il émet des rayons infrarouges, il émet des rayons ultraviolets. On en parle des fois là, quand on pense à la couche d'ozone ou quelque chose comme ça. Il émet un petit peu de rayons X, il émet un petit peu de rayons gamma. Donc il émet plusieurs longueurs d'onde différentes. Okay? Et on peut, quand on recueille la lumière du soleil, puis qu'on utilise justement là, de la spectroscopie et des spectrographes, on est capable de se rendre compte que, oui, le soleil émet plusieurs longueurs d'onde, ça c'est vrai, mais c'est pas toutes les longueurs d'onde qui sont émises avec la même intensité. Il y a des longueurs d'onde qui sont émises plus fortement que d'autres. Okay? Et avec ça, on est capable de tracer ce qu'on appelle un spectre là, de l'intensité. On appelle ça des fois des spectres lumineux. C'est comme un spectre de l'intensité des différentes longueurs d'onde. Donc les longueurs d'onde qui sont émises plus fortement sont plus élevées là, sur l'axe Y, et les longueurs d'onde qui sont émises plus faiblement là, ou avec moins d'intensité, moins d'énergie sont évidemment plus basses là, sur l'axe Y. Donc on est capable de tracer des espèces de courbes comme ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que justement la forme que la courbe va avoir va dépendre directement de la température de l'objet, okay, de la température du quart noir. Ce qu'on remarque, ici vous en avez différents exemples. Okay, vous en avez 4 courbes là, qui sont toutes tracées sur le même graphique. Là, imaginez que c'est comme 6 étoiles. Une étoile là, qui a une température de surface de 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, 6000 Kelvin. Donc ce qu'on remarque en général, c'est que plus que la température est élevée, plus que la courbe va être élevée partout, pour toutes les longueurs d'onde. C'est normal parce qu'une étoile qui est plus chaude, elle va avoir plus d'énergie thermique. Donc les molécules vont vibrer plus et ça va émettre plus d'énergie sur toutes les longueurs d'onde. Fait que toutes les longueurs d'onde en général vont être émises avec des longueurs d'onde, avec une intensité plus élevée. Fait que vous voyez ici là, la courbe de 6000 Kelvin est plus haute que toutes les autres courbes pour n'importe quelle valeur de longueur d'onde. Okay? Fait que ça c'est une chose qui est générale. Là. Plus que c'est chaud, plus que le graphique est élevé sur l'axe Y. Ça, c'est vrai, c'est une chose. Okay? L'autre chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que si on regarde ce qu'on appelle le lambda pic, lambda de pic, c'est la longueur d'onde qui est émise au maximum. Donc ça correspond à l'espèce, c'est comme le sommet de cette courbe-là. Okay? Le lambda de pic, vous voyez qu'il n'est pas toujours à la même longueur d'onde. En fait, ce qui va arriver, c'est que plus que la température est élevée, plus que le lambda de pic va survenir à une longueur d'onde qui est petite. Ici, vous le voyez, là, 3000, 4000, 5000, 6000. Donc, plus que la température augmente, plus que la longueur d'onde où le maximum est atteint, ce qu'on appelle le lambda de pic, plus que le lambda de pic survient pour des longueurs d'onde qui sont plus petites.
Okay. C'est normal parce que quand on fait les calculs là, pour de l'énergie lumineuse, on voit que quand c'est des petites longueurs d'onde, ça correspond à des grandes fréquences. Puis on a vu tout à l'heure la formule, l'énergie c'est H fois F, c'est relié à la fréquence. Donc les petites longueurs d'onde correspondent à des plus grandes fréquences, donc à des plus grandes énergies. Fait que c'est un peu logique que les étoiles qui ont une plus grande température ont un lambda pic plus petit parce que des petites longueurs d'onde, ça correspond à une énergie qui est plus grande. Okay. Donc ça c'est intéressant parce qu'avec cette formule-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut justement, c'est comme ça qu'on fait pour trouver la température d'une étoile. Imaginez, là vous avez une étoile qui est très très loin dans l'univers, dans la galaxie, peu importe, vous observez la lumière qu'elle émet avec un télescope, et la lumière que vous recueillez, vous faites entrer ça dans un spectrographe. Donc vous êtes capable de tracer un graphique comme ça, vous êtes capable de diviser ça en longueur d'onde, vous voyez quelles longueurs d'onde sont émises plus fortement, plus faiblement. Donc vous êtes capable de tracer un graphique comme ça de l'intensité relative des longueurs d'onde en fonction de la longueur d'onde. Vous êtes capable de voir facilement sur le graphique c'est quoi la longueur d'onde qui est émise au maximum. Vous êtes capable de juste mesurer expérimentalement le lambda pic, et le lambda pic est relié directement à la température. Donc si vous êtes capable de mesurer le lambda pic, vous êtes capable de calculer directement la température de surface de l'étoile. Fait que ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire que même s'il y a une étoile qui est très 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 loin de vous, que vous ne pourrez probablement jamais atteindre là, dans votre vie, là, mais c'est pas grave, vous êtes quand même capable de savoir exactement c'est quoi sa température. Vous savez si elle est plus chaude, si elle est plus froide. Okay. Une chose qu'il faut faire attention quand même avec cette formule-là, c'est que, oui, c'est cool, cette formule-là, sauf que parfois il y a des gens qui se mélangent un petit peu. Il y a des gens qui pensent que le lambda pic, ça va être la couleur qu'on va voir en regardant l'objet. Ça, c'est pas vrai. Il faut faire attention. Okay? Par exemple, le soleil. Le soleil, on le connaît bien, on l'a bien étudié. On sait que la température de surface du soleil, c'est environ 5800 degrés Kelvin. Okay? Et on pourrait faire les calculs, si vous voulez, avec cette formule-là, mais le lambda pic du soleil, ça se trouve autour de 525, 550 nanomètres, donc c'est dans le vert. Ça ressemble à ça, c'est la courbe que vous voyez ici. Donc le soleil il émet plusieurs longueurs d'onde, mais la longueur d'onde qui émet le plus, c'est la longueur d'onde dans le vert. Okay. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que quand on va regarder le soleil dans le ciel, on va le voir vert. Hein? Quand on regarde le soleil comme ça dans le ciel, on n'a jamais vu le soleil vert comme ça. Okay? Ce qui arrive, c'est que oui, c'est vrai que le soleil va émettre plus de vert que n'importe quelle autre couleur. T'sais, il va émettre plus de vert que de bleu, il va émettre plus de vert que de jaune, il va émettre plus de vert que de rouge. Fait que le vert, c'est vraiment la couleur que le soleil émet au maximum. Mais ça n'empêche pas que le soleil, oui, on est d'accord, il émet beaucoup de vert, là, mais il émet quand même beaucoup de bleu, il émet quand même beaucoup de jaune, il émet quand même beaucoup d'orange, il émet quand même beaucoup de rouge, il émet quand même beaucoup de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce qui arrive, c'est que dans nos yeux, quand ça rentre dans nos yeux, cette lumière-là, quand vous avez un mélange de toutes les couleurs, nous, dans nos yeux, ça se mélange puis ça apparaît blanc. Okay? Donc oui, le soleil émet un petit peu plus de vert que les autres couleurs, mais il émet quand même beaucoup de toutes les couleurs. Fait que quand ça arrive dans nos yeux, ça se mélange puis on voit ça blanc. Okay? Donc quand on regarde le soleil dans le ciel, ça ressemble plus à ça, ça ressemble pas à quelque chose comme ça. Okay? Fait faut faire attention, faut pas penser que la couleur d'une étoile, par exemple, ça va être la couleur de son lambda pic. Okay. Et ça d'ailleurs, je vais vous montrer un petit extrait vidéo qui vient d'un film de science-fiction, un vieux film de science-fiction peut-être au début des années 2000, là, qui s'appelle Pitch Black. C'était avec Vin Diesel. Je vais juste vous montrer le petit extrait, ça dure une trentaine de secondes, puis je vais en discuter là, par après. Alerte, rupture dans la coque. Excusez-moi. Je crois que vous devriez regarder ça. 3 soleils. Bon Dieu, rien que ça. Ça, dans l'extrait, c'est un vaisseau spatial là, qui
qui passe proche d'une planète qui n'est pas la planète Terre. C'est dans un autre système solaire. Et bon, le vaisseau il a un problème. Là, en tout cas, il s'écrase, puis il y a des survivants qui sont sur une planète. Puis dans cette planète-là, justement, il y a comme 3 soleils. D'un côté, il y a un soleil qui est vraiment comme beaucoup plus bleu. Et de l'autre côté de l'horizon, il y a comme deux petites étoiles là, qui sont vraiment de couleur plus rouge. Okay? Fait que sûr que dans le film, c'est cool. Là. Quand on regarde le film, c'est beau là, visuellement. Ça fait des beaux effets spéciaux et des scènes là, qui sont vraiment plus bleutées, des scènes qui sont vraiment plus rouges, dépendamment de quelle étoile est visible dans le ciel à certains moments. Mais ça, dans la vraie vie, ça se pourrait pas. Okay? Parce que on pourrait imaginer que comme c'est des étoiles qui ne sont pas le soleil, là, ça pourrait être des étoiles qui auraient des températures légèrement différentes, ça pourrait être des étoiles un peu plus chaudes ou un peu plus froides, donc c'est sûr que leur lame de pic serait pas dans le vert, là, serait peut-être dans le bleu ou dans le rouge, mais comme on a dit, une étoile qui a une lame de pic, mettons dans le bleu, une étoile qui serait un peu plus chaude que le soleil, oui elle aurait une lame de pic dans le bleu, elle émettrait plus de bleu que les autres couleurs, mais elle émettrait quand même beaucoup de vert, beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, donc on la verrait pas bleue comme ça, on la verrait juste blanche tout simplement. Même une étoile plus froide, son pic pourrait être dans le rouge, mais comme elle émettrait des autres couleurs, on la verrait blanche quand même. Okay. Donc ça existe juste dans la science-fiction, des étoiles colorées comme ça. Là. Dans la vraie vie, peu importe dans quel système solaire vous pourriez aller voyager, là, c'est toujours les étoiles, on va les voir blanches, okay, parce qu'elles vont émettre beaucoup de toutes les lumières. Okay. C'est sûr qu'on parle beaucoup des étoiles là, parce qu'on est dans un cours d'astronomie et astrophysique. Donc nous, les objets, les corps noirs qui nous intéressent dans notre cours, c'est les étoiles. Donc on va appliquer ces équations-là aux étoiles. Mais en passant, il n'y a pas juste les étoiles dans la vie qui sont des corps noirs. Il y a d'autres objets qui peuvent être considérés comme des bons corps noirs. Et c'est le cas, par exemple, pour le corps humain. Donc le corps humain va émettre de la lumière, parce qu'on est à une certaine température. On est à 38 degrés Celsius. Fait que si on voulait calculer, par exemple, c'est quoi le pic d'émissivité pour le corps humain, on peut juste utiliser cette formule-là. Toujours faire attention, par exemple, rappelez-vous qu'ici, la température, elle est en Kelvin. Donc, il faut d'abord convertir le 38 degrés Celsius en degrés Kelvin. Ça, vous savez comment faire ça, vous l'avez vu sûrement là, souvent en chimie. Fait qu'on transforme ça en degrés Kelvin. On peut le mettre dans la formule ici, puis quand on fait ça, on calcule que le pic d'émissivité du corps humain, c'est à 9320 nanomètres. Donc autour de 9000, 10 000 nanomètres. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est plus grand que 700 nanomètres. On avait dit tout à l'heure que la lumière visible, c'est ce qui est situé là, entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Okay. Donc c'est sûr que 9000 nanomètres, c'est beaucoup plus grand que 700 nanomètres. Fait que c'est pas une longueur d'onde qu'on peut voir avec nos yeux, mais c'est une longueur d'onde qu'on pourrait détecter, pardon, avec des détecteurs. C'est de la lumière infrarouge qu'on appelle. Okay. Fait qu'avec des détecteurs infrarouges, on pourrait voir comme ça la lumière qui est émise par les corps humains. Donc d'une certaine façon, c'est comme si on disait les corps humains, c'est un peu comme des ampoules, sauf qu'au lieu d'émettre de la lumière visible, ça émet de la lumière infrarouge avec un pic là, à 9320 nanomètres. Donc si on avait des yeux qui étaient sensibles à ces longueurs d'onde-là, on pourrait se voir directement. On n'aurait même pas besoin d'avoir de la lumière là, pour se voir les uns les autres, on pourrait juste se voir directement. Mais comme on n'est pas capable de voir ces longueurs d'onde-là, nous, ce que ça nous prend pour s'observer, pour se voir dans une pièce, mettons, là, ça prend des sources lumineuses qui vont émettre de la lumière là, qui ont des longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres. Et cette lumière-là qui va être émise, par exemple, par des néons, par des ampoules électriques, ben, ça va aller frapper la surface de nos corps. Et là, la lumière va être réfléchie. Et là, ça va entrer ensuite de ça dans nos yeux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se voir les uns les autres. Okay. Mais si on était capable de voir directement en infrarouge, on n'aurait même pas besoin d'avoir des lumières dans la pièce. On se verrait directement. Okay. D'ailleurs, en passant, nous, c'est juste comme ça donne que de la façon que nos yeux sont faits biologiquement, là, dans nos yeux, il y a des cônes, il y a des bâtonnets et des cônes. Vous le verrez peut-être un petit peu plus en biologie. Là. Mais nous, ça donne que, juste biologiquement, d'après comment nos yeux sont faits, on voit toutes les longueurs d'onde qui sont entre 400 et 700 nanomètres. Mais ça se peut très bien là, que dans l'univers, il y ait d'autres créatures là, qui pourraient être sensibles à d'autres longueurs d'onde. En fait, même pas besoin d'aller de penser à des extraterrestres, juste à la surface de la Terre. Il y a des insectes, par exemple, qui voient en infrarouge. Il y a des insectes, il y a des poissons aussi, certaines races de poissons, certaines sortes d'insectes. C'est pas tout le monde qui voit nécessairement, obligatoirement, là, entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Il y a différents champs de vision. Mais un bel exemple de ça, je ne sais pas si vous connaissez les films, là, la série de films qui s'appelle Prédateur. Ça existe depuis plusieurs années, il y a eu plusieurs remakes, là, puis des suites qui ont été faites, là, des prequels, des sequels, tout ça. Dans le film d'origine, c'est un extraterrestre qui ressemble un peu à ça, qui n'est pas très joli. Mais le film se passe majoritairement dans la jungle.
Puis ça, il y a des soldats là, dans la jungle, entre autres, il y a l'acteur un peu connu, là, Arnold Schwarzenegger. Puis c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que cette créature-là, c'est un extraterrestre, hein, c'est pas un humain, donc dans le scénario, on imagine que cette créature-là, elle a des yeux qui sont pas exactement faits comme les nôtres, et elle est capable de voir des longueurs d'onde qui sont pas les mêmes que les nôtres. Donc cette créature-là est capable de voir en infrarouge. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, une fois de temps en temps, on a comme des séquences où on voit un peu la vision de cette créature-là. C'est comme si on voyait à travers ses propres yeux. Et à quoi ça ressemblerait? Pour vrai, on ne peut pas vraiment savoir parce que c'est même pas dit que la créature pourrait voir exactement les mêmes couleurs que nous. Est-ce qu'elle verrait vraiment du rouge, du vert, du bleu? Peut-être que oui, peut-être que non, probablement pas. Ce serait juste complètement différent, mais ce qui est important, c'est qu'elle serait capable de faire la différence entre, par exemple, les objets qui ont des températures différentes. Donc, par exemple, là, la jungle, qui est peut-être plus à une température de 20-25 degrés Celsius, là, qu'on parle, mettons, les arbres, la terre, les roches, ces choses-là. Alors que les êtres humains qui sont dans la jungle, eux, ont une température corporelle de plus 38 degrés Celsius. Donc, ça ne veut pas dire que la créature verrait exactement ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle verrait les personnes en rouge puis le restant en bleu, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle serait capable de faire clairement la différence entre ce qui est, mettons, la jungle, les roches, les arbres, le sol et les personnes, les êtres humains. Okay? De la même façon que nous, on est facilement capable de voir la différence entre un objet qui est rouge, puis un objet qui est vert, puis un objet qui est bleu. Okay? Cette créature-là pourrait faire aussi bien la différence là, comme ça. C'est ça. Nous, avec nos yeux, on voit la lumière visible entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des instruments, là, des détecteurs, ça peut être même des appareils médicaux, c'est utilisé beaucoup dans le médical, là, des appareils comme ça qui vont être capables de prendre des photos infrarouges, par exemple, pour aller chercher des informations qu'avec nos yeux, on ne serait pas nécessairement capable de voir. J'en montre juste quelques exemples rapidement, là. Donc ici, par exemple, si vous prenez en photo les mains d'une personne puis vous voyez ça comme ça peut signifier par exemple que dans son doigt ici il y a un problème de circulation. Peut-être que le sang circule pas bien. C'est pour que le doigt est un petit peu plus froid que le restant du corps. Donc ça pourrait signifier une mauvaise circulation sanguine. Des fois, ça peut permettre de détecter des infections. Donc si on regarde ici, par exemple, on voit que le gros orteil là, du pied gauche est comme anormalement chaud là, par rapport aux autres orteils. Donc quand on a une partie de notre corps qui est plus chaude, ben, des fois c'est signe qu'il y a une infection dedans. Donc ça peut nous permettre de détecter ça. Ça, c'est une information qu'à l'œil nu, on verrait probablement pas, à moins que l'orteil soit vraiment enflé. Mais s'il n'est pas enflé, on le regarderait à l'œil nu, on n'aurait aucune idée de ce qui se passe. Puis avec un cliché comme ça en infrarouge, on est capable de détecter très très facilement et très très clairement qu'il y a une infection probablement là, dans cet orteil-là. Puis ici, je la trouve cool cette image-là, c'est la même tasse qui a été photographiée avec deux appareils différents. Ici, ça a été photographié sur une photographie standard, là, en lumière visible, entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Et ici, c'est la même tasse qui a été prise en infrarouge. Okay? Et on voit quelque chose d'intéressant, c'est que dans cette tasse-là, il y a probablement du café. Okay. Et quand on prend l'image en infrarouge, on est capable de savoir exactement combien il reste de café dans la tasse, parce que c'est sûr que le café il est chaud. Donc les parties de la tasse qui sont en contact avec le café, ils vont être plus chaudes que les parties qui ne sont pas en contact. Donc juste avec une image infrarouge, on est capable de deviner là, exactement il reste combien de café dans la tasse. Alors que si on regarde la tasse ici en lumière visible, ben on n'a aucune idée. Peut-être qu'il y a du café dedans, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a à moitié ou au quart ou au tiers, on ne sait pas. Okay. Fait que quand on regarde ça, c'est sûr qu'on dirait que ça a l'air de dire comme hey, c'est vraiment cool de voir en infrarouge, puis c'est vraiment un gros avantage, puis ça aurait été le fun que notre biologie nous permette de voir en infrarouge. Ben, faites attention, ça ne veut pas dire que voir en infrarouge c'est plus cool que voir en lumière visible. Ce qu'il faut retenir plutôt, c'est que quand n'importe quelle créature va être capable de voir dans une certaine gamme de longueur d'onde, et quand on regarde dans une certaine gamme de longueur d'onde, on va être capable d'aller chercher des informations, on va avoir accès à un certain nombre d'informations que d'autres créatures qui ne voient pas dans la même gamme de longueur d'onde que nous n'auront pas accès. Okay. Ça dépend juste de ce que vous voulez observer. Par exemple, si la question c'est on regarde la tasse de café puis on veut savoir combien il y a de café dedans, là c'est sûr que pour répondre à cette question-là, ce serait plus avantageux d'être le prédateur puis d'avoir une vision en infrarouge parce que là on verrait tout de suite de par la température combien il y a de café. Okay. Par contre, n'oubliez pas que les prédateurs, oui c'est vrai qu'ils voient en infrarouge, par contre ils voient probablement pas dans les couleurs visibles. Donc s'il y a une information qui est
inscrites sur la tasse de café avec des couleurs là, en rouge, en bleu, en vert, des choses comme ça, ben là, un humain comme Arnold, lui, il pourrait voir cette information-là, alors que le prédateur, lui, s'il regarde la tasse de café, ça se peut qu'il ne voit pas du tout les couleurs. Fait que pour lui, là, s'il regarde la tasse de café, il va juste voir une tasse qui est toute unie de la même couleur partout. Il ne sera pas capable d'aller chercher aucune information qu'il y a ici, alors que nous, on serait capable d'aller chercher cette information-là. Okay. Fait que c'est ça, c'est pas qu'il y a une vision qui est meilleure qu'une autre, c'est juste que quand on a une vision, une certaine gamme de longueur d'onde, on a accès à certaines informations, puis il y a d'autres informations auxquelles on n'a pas accès. Okay. Donc vous voyez un petit peu ici l'idée de base, c'est que c'est avantageux d'aller observer des objets quand c'est possible, c'est d'aller les observer dans différentes gammes de longueur d'onde. Il ne faut pas juste regarder un objet dans une gamme de longueur d'onde, il faudrait idéalement le regarder dans plusieurs gammes de longueur d'onde. Et c'est ce qu'on fait, on va en parler dans les prochains cours, quand on va parler des télescopes, entre autres, c'est que quand on regarde une étoile, on a avantage à la regarder, mais pas juste avec une seule sorte de télescope, mais à la regarder avec plusieurs sortes de télescopes. On est capable de construire des télescopes qui regardent là, en domaine visible, des télescopes qui regardent juste en infrarouge, des télescopes qui regardent juste en ultraviolet ou juste en rayon X. Fait que c'est vraiment en regardant un objet avec différentes gammes de longueur d'onde qu'on est capable d'avoir un maximum d'informations, d'aller combiner toutes les informations ensemble pour en connaître le plus possible là, sur notre objet. Okay. Puis, c'est ça. Donc ça, c'est encore une fois là, le lien qu'il y avait entre la température des objets puis les informations qu'on peut aller chercher. Et il restait deux autres petites formules qui s'appliquent aussi pour les corps noirs. Donc on va les voir maintenant. La première, c'est celle-là ici. L égale à sigma T4, ça s'appelle la loi de Stefan Boltzmann. Ça fait le lien, mais ça permet de calculer directement là ce qu'on appelle la luminosité surfacique d'un corps noir. Okay. Ça marche pour n'importe quel corps noir, mais bien sûr, nous on est en astronomie, fait qu'on va s'intéresser plutôt aux étoiles. Okay. Sigma, c'est juste une constante qui s'appelle la constante de Stefan Boltzmann, puis c'est la température exposant 4. Donc dès que vous connaissez la température d'une étoile, température de surface d'une étoile, vous pouvez faire ce calcul-là et vous allez obtenir ce qu'on appelle la luminosité surfacique. Okay. À quoi ça sert de calculer la luminosité surfacique? C'est qu'on va être capable de la combiner avec l'autre formule, comme la deuxième partie de la loi de Stefan Boltzmann, si vous voulez, qui fait le lien là, entre la luminosité surfacique et la surface. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire la luminosité surfacique? Ben, la luminosité surfacique, si on regarde les unités, là, ce sont des watts par mètre carré. Alors que la luminosité totale de l'étoile, ça c'est un nombre de watts. Et la surface de l'étoile, bien évidemment dans le système international, là, une surface c'est comme une aire, là, ce sont des mètres carrés. Fait qu'on voit qu'au niveau des unités ça fonctionne. Vous avez des watts par mètre carré, fois des mètres carrés, les mètres carrés s'annulent, il reste des watts. Okay, donc les unités fonctionnent. Ce que ça veut dire, c'est que, imaginez que vous avez une étoile. Votre étoile a une certaine dimension, un certain rayon. Et sa luminosité surfacique, c'est combien de watts elle émet par mètre carré. Donc c'est comme si on allait à la surface de l'étoile, puis qu'on regardait un petit morceau de l'étoile, un petit morceau à la surface de l'étoile, un petit carré qui mesure, mettons, là, 1 mètre par 1 mètre. Okay, donc ça, c'est un petit carré qui a une surface de 1 mètre carré. La luminosité surfacique, c'est combien d'énergie émet ce mètre carré-là, combien de watts par mètre carré est émise là, par la surface de l'étoile. Fait que si vous savez chaque mètre carré de l'étoile émet combien de watts, c'est ça, le nombre de watts par mètre carré. Puis vous connaissez, mettons, le nombre total, le nombre de watts total que votre étoile émet. Vous allez pouvoir calculer sa surface. Ou inversement, en tout cas, peu importe. Là, vous avez comme une relation ici entre trois variables. Donc, dès que vous connaissez deux des trois variables, vous allez être capable d'aller calculer c'est quoi la valeur de la troisième. Okay. C'est ça, fait que pour connaître la luminosité surfacique, ce qui est le fun, c'est que la luminosité surfacique, ça dépend seulement de la température de l'étoile. La température de l'étoile, c'est une information qui est relativement simple à aller trouver parce que quand on analyse le spectre lumineux, on est capable de regarder c'est quoi le lambda peak puis trouver la température de l'étoile. Okay. Donc en terminant, juste vous mentionner qu'on a vu, premièrement expliquer c'est quoi un corps noir. On a conclu que les étoiles se comportent comme des bons corps noirs, peuvent être considérés comme des bons corps noirs. Donc on a le droit d'appliquer les équations des corps noirs. Donc cette équation-là, l'autre équation qu'on a ici et d'autres équations aussi qu'on a vues tout à l'heure. Okay. Puis ce que je voulais vous dire en terminant, c'est que si on combine toutes ces informations-là, les formules là, des corps noirs, puis d'autres formules qu'on a déjà vues là, précédemment dans la session, on est capable de tout mettre ça ensemble et on est capable de regarder n'importe quelle étoile dans le ciel la nuit avec un télescope, par exemple, et en partant de trois informations
de base. C'est 3 informations qui sont ici, qui se mesurent assez facilement. Donc si vous êtes capable là, de regarder n'importe quelle étoile dans le ciel la nuit et de mesurer son intensité, l'angle de sa parallaxe annuelle et son lambda pic. Okay, donc ça, c'est 3 informations qui sont relativement simple à mesurer expérimentalement. L'intensité, c'est super facile à mesurer. Avec n'importe quel détecteur, on peut faire ça. Pour mesurer le lambda pic, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Ça prend un spectrographe, mais ça se fait. Là. On analyse le spectre lumineux, on regarde c'est quoi le lambda pic, ça se fait bien. La parallaxe annuelle aussi, c'est assez facile à mesurer, juste qu'il faut être patient. Il faut attendre 6 mois, ou en tout cas, il faut avoir comme une base de données, là, regarder l'étoile à différents moments, puis trouver 2 clichés qui sont séparés de 6 mois, puis on est capable de trouver la parallaxe annuelle. Donc, c'est 3 informations qui sont assez simples à mesurer expérimentalement. Puis ce que je veux vous montrer, c'est que si on connaît ces 3 informations-là, si on mesure ces 3 informations-là, on est capable de faire une suite de calculs. Des calculs simples, pas des gros calculs compliqués avec des intégrales, avec des formules incompréhensibles d'université, des équations qu'on a déjà toutes vues dans notre cours. Et on est capable d'aller comme ça calculer c'est quoi le rayon de l'étoile. Donc, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Disons qu'on a une étoile Fomalhaut. Donc, c'est une vraie étoile là, qui existe dans le ciel, qu'on peut repérer et mesurer ces informations-là. Donc, imaginez qu'on part avec ça, ces 3 informations-là. Qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul avec les équations qu'on connaît? Bien, premièrement, avec les équations qu'on a vues aujourd'hui, si on connaît le pic d'émissivité de l'étoile, on est capable d'aller calculer sa température. On utilise la loi de Wien ici. Donc, on connaît sa température de surface, 9350 Kelvin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien, avec sa température de surface, on peut aller calculer sa luminosité surfacique. Donc, on sait chaque mètre carré de l'étoile émet combien de watts. Okay, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, pour l'instant, on a un petit peu bloqué, mais c'est pas grave, on peut utiliser les autres informations qu'on a. On a sa parallaxe annuelle. Parallaxe annuelle, rappelez-vous, on avait vu ça dans les cours là, un peu précédents. La parallaxe annuelle, ça servait, entre autres, là, à calculer à quelle distance de nous se trouve l'étoile. Donc, on peut calculer à quelle distance l'étoile se trouve de nous. Et si on sait à quelle distance elle se trouve, puis qu'on connaît son intensité, on peut combiner ça ensemble avec la relation qu'on appelle la relation intensité-luminosité-distance. Et on va être capable de calculer sa luminosité. En luminosité solaire, dans ce cas-ci, vu qu'on a les informations comme ça, mais on pourrait la convertir en watts. Okay. Et là, ça devient intéressant parce que si vous connaissez la luminosité surfacique d'une étoile et que vous connaissez sa luminosité, là, on peut utiliser là, comme la deuxième partie là, de l'équation qu'on a vue tout à l'heure, qui fait le lien entre la luminosité et la luminosité surfacique. Si on connaît les deux, on va être capable d'aller isoler et de trouver la surface de l'étoile en mètres carrés. Et si on connaît la surface d'une étoile, on peut calculer son rayon parce qu'on peut supposer qu'une étoile, ben, toutes les étoiles sont de forme sphérique. Hein, fait que si on connaît la surface d'une sphère, on peut calculer facilement le rayon. La surface d'une sphère, c'est 4 pi r carré, donc on peut juste isoler facilement le rayon là-dedans. Et on peut trouver comme ça le rayon de l'étoile. Puis dans ce cas-ci, ça correspond là, à 1,68 fois le rayon du Soleil. Donc on pourrait dire que l'étoile Fomalhaut là, elle a un rayon qui est 1,68 fois plus gros que le Soleil. Donc c'est une étoile qui est plus grosse que le Soleil. Okay. Donc, comme vous avez vu, c'est toutes des formules qui sont relativement simples, toutes des formules qu'on a déjà vues dans le cours jusqu'à maintenant. Fait que déjà, vous-même, avec ces 3 informations-là, vous seriez capable de calculer le rayon de n'importe quelle étoile, puis savoir si l'étoile est grosse ou est petite. Okay. Donc, je sais pas si ça vous impressionne ou si vous trouvez ça cool, mais moi, je trouve ça vraiment cool. Ça veut dire qu'on peut regarder n'importe quel point lumineux dans le ciel. On peut dire, ah, mais regardez, mettons, cette étoile-là. Là. On peut regarder n'importe quelle étoile, prendre des mesures relativement simples, qui sont relativement faciles à mesurer, à obtenir, puis on est capable de calculer comme ça, c'est quoi le rayon de n'importe quelle étoile. Fait que n'importe quel petit point blanc qu'on voit ici, là, on est capable de calculer c'est quoi cette étoile-là, elle est grosse comment, c'est quoi sa température, elle est à quelle distance de nous. On est tous capables de savoir ça. Tout ça, c'est juste en analysant la lumière là, qui provient de ces étoiles-là. Donc, c'est vraiment juste toutes les connaissances qu'on est capable de voir. On peut tracer des espèces de cartes en 3 dimensions d'univers, des galaxies, tout ça, juste en analysant un petit peu comme ça la lumière là, des étoiles qui nous proviennent. Puis en passant, quand on fait ce genre d'études-là, quand on se met à regarder, là, puis parce que ça, évidemment on a fait ça, hein, les scientifiques, on a regardé, là, on est curieux, fait qu'on a regardé toutes les étoiles qu'on est capable d'observer, on a calculé le rayon de chacune. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a des étoiles dans l'univers qui sont vraiment beaucoup plus grosses que le Soleil. Okay. Ça, c'est quelques-unes des plus grosses étoiles qui existent. Il y en a même des plus grosses que ça, on les a pas toutes représentées. Vous voyez là dans ce schéma-là, le Soleil est ici.
Donc ça, c'est des schémas à l'échelle. Fait que le Soleil, là, il est gros comme ça. Puis à l'échelle, il y a des étoiles qui sont vraiment beaucoup plus grosses que le Soleil, comme l'étoile Antares ici. Là. Vous voyez, le Soleil il est gros comme ça. Antares est grosse comme ça. Fait que l'étoile Antares, elle est plusieurs centaines de fois plus grosse que le Soleil. Okay? Puis Antares, comme je disais, c'est même pas la plus grosse étoile. Là. On en connaît même des plus grosses que ça. On a juste représenté quelques-unes. Il y en a des plus grosses que ça. Donc juste comme ça, là, en analysant la lumière qui nous provient des étoiles, on est capable de faire certaines analyses, capable de trouver la température, la luminosité surfacique et même la taille des étoiles qui nous entourent. Donc c'est vraiment une chose vraiment cool, c'est vraiment impressionnant. Donc ça nous montre qu'on est capable d'aller chercher plusieurs informations, puis vraiment avoir accès à plusieurs informations, puis on est capable de comprendre un peu plus qu'est-ce qui nous entoure, là, juste en regardant, juste en étudiant comme il faut la lumière de ces étoiles-là. Donc voilà, ça termine la section S07A. Puis on va voir à la prochaine section d'autres genres d'informations qu'on peut aller chercher, entre autres la vitesse à laquelle les étoiles se déplacent. Ça va être avec l'effet Doppler, mais on verra ça dans la deuxième partie. Donc voilà, bonne journée et à la prochaine!